L'imposteur. est parmi nous. Oh mon Dieu! La famille, j'ai besoin de votre aide. Il faut que vous m'aidiez à trouver l'imposteur parmi les histoires que je vais vous raconter. Car oui, aujourd'hui je vous présente 3 threads d'horreur, mais parmi eux se cache un imposteur, un faux thread. Saurez-vous le retrouver? Vous en sentez-vous capable? Je dois dire que vous m'avez impressionné dans les précédentes vidéos, donc je peux peut-être vous faire confiance après tout. Et comme je peux vous faire confiance, alors je vous fais confiance pour vous abonner, pour me donner de la force et faire péter cette chaîne incroyable. Quoi? Oui, bon, j'ai des grosses chevilles alors. Aujourd'hui, 3 threads d'horreur effrayants. Même l'imposteur, je vous assure. Mais malgré la peur, il va falloir être concentré pour trouver lequel se joue de vous. Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Qui est l'imposteur? Et si vous vous sentez prêt et capable, alors venez avec moi dans les tréfonds de l'humanité et de l'horreur. Générique. La première histoire, c'est celle de Thomas, et elle se déroule courant septembre 2022, dans la nuit d'un vendredi au samedi. Thomas nous explique qu'il travaille dans les groupes électrogènes en tant que technicien et qu'il assure une astreinte pour intervenir en cas de panne sur certains sites. Il n'est pas nécessaire d'intervenir la nuit, mais au moins le lendemain au plus tôt. Ce vendredi soir, donc de septembre 2022, comme tous les vendredis soirs, il est avec un groupe d'amis pour une soirée jeu, prévoyant de partir tôt le lendemain pour un événement spécial. Vers 23 h, son téléphone de travail sonne, indiquant qu'un groupe électrogène est tombé en panne. Il ne connaît pas la nature de la panne, car la seule information fournie est que le générateur ne fonctionne pas. Il discute alors de la situation avec ses amis et 2 options se présentent. Soit il fait son travail au lever du jour, renonçant à l'événement qu'il attendait depuis longtemps, soit il intervient de nuit et prévoit de dormir dans sa voiture pendant le trajet. Comme rien ne l'empêche de choisir la deuxième option, il opte pour celle-ci et part dans son véhicule de travail. Il met seulement environ 30 minutes à rassembler le matériel nécessaire et à atteindre le chemin menant au groupe électrogène alimentant une antenne en zone blanche, tout en haut d'une montagne. Le chemin lui prend 3/4 d'heure à parcourir. De ce côté-là, tout va bien. Il a déjà emprunté ce chemin des dizaines de fois. Il dispose d'un bon véhicule, un pick-up 4x4, équipé pour ce genre de mission. Il y a juste quelques passages techniques qui prennent un peu de temps, surtout en pleine nuit. Il précise que c'est la première fois qu'il fait du tout-terrain de nuit, trouvant cela amusant sur le moment. Il arrive enfin sur le site, gare le pick-up à 10 mètres du groupe électrogène, les phares allumés, en pleine puissance pour y voir clair. Et il descend du véhicule sans éteindre le moteur. En s'approchant du groupe, il constate que celui-ci ne produit pas d'électricité. Et il entend également l'alarme retentir. Cette forêt sombre de nuit, il se sent un peu oppressé, lui qui est habitué à vivre dans la lumière. Les choses commencent à déraper lorsqu'il consulte l'écran de contrôle du Dipsy, l'automate qui gère le groupe. Il découvre un message d'erreur indiquant que le bouton d'arrêt d'urgence est enclenché. Un frisson lui parcourt le corps de part en part. Il sait que ce bouton ne peut pas être actionné par erreur par un animal, car il est encastré en hauteur, inaccessible. Cela signifie que quelqu'un l'a intentionnellement enclenché, ce qui le persuade qu'il y a sûrement une personne dans les environs. Inquiet, il se retourne dos au groupe, scrutant les alentours. Grâce au phare du pick-up, il voit bien, sauf derrière le véhicule, où il y a un angle mort. Dans l'espoir d'améliorer sa visibilité derrière le pick-up, il redémarre le générateur en appuyant sur seulement 3 boutons, car le site de l'antenne est équipé de quelques lumières. Cependant, les phares du véhicule sont trop puissants et n'aident pas. Malgré la peur, il rassemble son courage et se dirige prudemment vers le pick-up. Alors qu'il atteint la cabine, l'intrus se jette sur lui, le pousse vers l'intérieur de la portière qui était restée ouverte jusqu'à présent. Il le met à terre et tente de l'attacher, faisant passer un objet froid autour de sa cheville. Il se débat, mais il sait qu'il a un espoir, car il a un GPX-4 dans l'habitacle du pick-up. C'est un pistolet non létal projetant du poivre chimique qu'il avait acheté après avoir été agressé l'année précédente. Par chance, il parvient à le saisir et à tirer 2 fois sur l'intrus qui commence à hurler, le relâchant. Il en profite pour rentrer dans le véhicule et s'échapper. La voiture se comporte de manière étrange, mais il continue à rouler jusqu'à sortir de la forêt, puis se rend dans un commissariat. Wow, l'action de fou. Il a eu très chaud, hein. En arrivant au commissariat, il découvre qu'il a des menottes attachées à la cheville. Dans l'adrénaline, il n'avait rien remarqué. Ses pneus arrière sont complètement à plat et la portière conducteur est pliée. Il porte plainte, mais à ce jour, il n'a aucune nouvelle de l'enquête. Son employeur lui a donc interdit par la suite d'intervenir de nuit, quel que soit le site.
De toute façon, il n'a pas l'intention d'y retourner de nuit. En fin de compte, en plus, ni lui ni ses amis n'ont pu assister à l'événement qu'ils attendaient, car l'événement a été annulé. Et il a laissé le site où il s'est rendu de nuit à un collègue, car il explique que Enedis a finalement connecté le site au réseau électrique, ce qui signifie qu'il n'a plus besoin de s'y rendre. Et c'est ainsi que se termine son histoire. Une histoire qui aurait pu lui coûter cher. Peut-être la vie, ou peut-être pas. En tout cas, c'est quoi ces gens qui appuient sur des boutons d'urgence sur des générateurs au milieu de la forêt pour attirer le technicien? J'ai pas compris là, c'est quoi le but? Et là, je sais pas. J'ai pas capté. Si vous avez une idée, si vous êtes vous-même technicien, expliquez-moi. J'espère qu'il vous est rien arrivé de grave. Mais en tout cas, je comprends pas. La prochaine histoire, c'est celle de Alex, qui est un jeune homme de 27 ans, résidant dans une petite ville tranquille du Midwest, aux États-Unis. Il explique que sa vie a toujours été paisible. Rien d'extraordinaire ne s'est jamais produit, surtout dans le coin reculé où il vit. Pourtant, ce soir-là, tout allait changer. La journée de travail d'Alex avait été longue et épuisante. Et alors qu'il rentrait chez lui, la nuit était déjà tombée, plongeant la ville dans l'obscurité. La rue qu'il empruntait habituellement était déserte. La plupart des habitants étaient sans doute déjà chez eux à cette heure-ci. Sur sa route, il approche d'une église abandonnée qui se dresse sur son chemin. Et en s'approchant, une sensation étrange s'empare de lui. Il passe souvent devant ce bâtiment en ruine, sans prêter attention à son aspect lugubre. Mais ce soir-là, quelque chose était différent. Sous la lueur des quelques lampadaires qui éclairent la rue, Alex aperçoit une silhouette sombre près de la porte de l'église, qui est entrouverte. Il voit un homme, d'aspect plutôt bizarre, les vêtements sales et déchirés. L'homme reste là, immobile, comme s'il attendait quelque chose. Des frissons parcourent l'échine d'Alex à la vue de cet individu vraiment étrange. Les détails qui suivent sont de plus en plus effrayants. L'homme a des cheveux hirsutes qui semblent agités par un vent invisible, et son visage est pâle et seulement éclairé par une lueur inquiétante provenant de l'intérieur de l'église en ruine. Alex tente de faire comme s'il n'avait rien vu, espérant que ce ne soit juste qu'une personne un peu bizarre. Mais alors qu'il s'éloigne rapidement de l'église, il perçoit le son de pas derrière lui. Quelqu'un le suit. Son cœur se met à accélérer, lui-même accélère le pas, mais les pas derrière lui semblent aussi accélérer. Son angoisse grandit très très vite. Il panique totalement. Enfin, Alex réussit à atteindre son domicile. Il est totalement épuisé. Il claque la porte derrière lui, la verrouille, priant pour que l'individu étrange ne puisse pas entrer chez lui. Son appartement, qui était autrefois si accueillant et rassurant, lui semblait, même lui, menaçant et sinistre. Heureusement, il arrive à récupérer son sang-froid et il compose le numéro de la police, qui promettent d'envoyer quelqu'un. Mais alors qu'il regarde par la fenêtre et qu'il est au téléphone avec eux, l'homme étrange a totalement disparu. Aucune trace de lui. La police n'en verra donc personne. Alex reste alors réveillé une grande partie de la nuit, scrutant chaque coin sombre de son appartement et des alentours. Depuis cette nuit-là, il ne se sent plus en sécurité chez lui. Il ne sait pas qui était cet homme étrange ni ce qu'il voulait, mais il est certain qu'il n'était pas humain. En tout cas, c'est l'impression qu'il avait. Depuis ce jour, des questions hantent ses pensées. Son imagination lui a-t-il joué des tours ou a-t-il été véritablement suivi par quelque chose de surnaturel ou par quelqu'un d'un peu dérangé? Les nuits qui ont suivi, il n'a pas réussi à dormir car chaque petit bruit le faisait sursauter. Il espère que cette expérience ne se reproduira pas, mais il reste sur ses gardes. Si vous avez déjà vécu quelque chose de similaire ou si vous avez des conseils pour faire face à ce genre de situation, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. À la fin de son histoire, il promet de tenir la communauté informée si quelque chose d'autre se produit. En attendant, il conseille à chacun de rester vigilant et de veiller à sa sécurité, même dans des endroits familiers. Car il explique que dans l'obscurité, on ne sait jamais ce qui peut se tapir, peut-être attendant sa prochaine victime. La prochaine histoire, c'est celle de Lucas. Pour le contexte, il précise qu'il est un homme transgenre. Non pas qu'on en ait quelque chose à faire, mais c'est un élément important pour l'histoire. À ce moment-là, il a 19 ans et il vient de déménager en ville seul pour ses études. Sa nouvelle vie se passe très bien, même s'il n'a pas énormément d'amis en raison de son caractère assez asocial. Il a toujours eu 2-3 amis, mais cette situation lui convient parfaitement. Un jour, il croise une voisine vivant dans son immeuble en béquille qui galère avec ses courses. Il n'aime pas les gens, mais il n'est pas non plus mauvais, donc il lui propose son aide. Il monte son sac de courses et il remarque sans le vouloir que le sac en papier est rempli de bières de toutes les marques possibles. À ce moment-là, il n'en pense rien, puis ce ne sont pas ses affaires. Après ça, elle l'invite à rentrer boire un coup et face à son insistance, il n'ose pas refuser. Il demande juste un verre d'eau, puis ils discutent de la vie jusqu'à ce qu'elle lui dise qu'elle est une femme transgenre et lui parle de sa dépression et de son alcoolisme. Donc il lui confie aussi sa situation plus ou moins similaire.
bien qu'ils aient une grande différence d'âge, elle a 50 ans et lui 19. Il explique que pouvoir se confier à quelqu'un qui le comprend, ça fait du bien. Donc au fil de la conversation, ils se sont finalement échangé leurs numéros. Mais dès le lendemain, il commence à recevoir des appels de sa part. Il rappelle qu'en tant cas social, même ses amis, il ne les appelle jamais. Il répond donc une fois sur 3 à cette dame. Parfois, elle lui demande des conseils vestimentaires, parfois, elle lui raconte sa journée. À ce stade, il pense juste que c'est une femme un peu seule qui veut discuter. Les jours qui suivent, il prend quand même le temps de scruter la sortie de son immeuble à chaque fois qu'il va sortir pour ne pas la croiser et ne pas être bloqué avec elle 1 heure. Vous connaissez tous ça à mon avis, hein. On a tous fait ça à un moment parce qu'on veut pas croiser quelqu'un, etc. Ou alors on sort pas parce qu'on entend le voisin qui sort en même temps. Les asociales, on est là. Bref, la vie continue, 1 mois passe et à ce moment-là, il a une nouvelle petite amie. Donc il passe un peu cette voisine au second plan et ne répond que très peu à ses appels. Puis il commence à trouver des mots écrits à la main dans sa boîte aux lettres du genre « Tu devrais passer bise tous les jours pendant environ 2 semaines ». Ce à quoi il répond à chaque fois par SMS qu'il est très occupé avec la fac, son petit boulot, sa copine, ce qui est vrai, et que quand ça sera plus calme, pourquoi pas. Mais ça semble ne rien changer à son insistance. La grosse forceuse. Puis, ce jour fatidique arrive. Il est environ 5 h du matin, il rentre de son boulot de nuit, et à peine installé dans son lit, on toque à sa porte. Déjà qu'il ne reçoit jamais de visite, alors à 5 h du matin, il se dit qu'il a dû faire du bruit et déranger un voisin. Il ouvre, et il la voit, complètement bourrée, sentant une odeur de bière très forte. Elle le pousse à l'intérieur et ferme la porte. Il est figé, il ne peut rien dire ni rien faire. C'est le bug. Elle jette un œil sur le mur où il a accroché quelques photos de sa copine et de lui, et elle commence à insulter sa copine. Elle dit que lui est son âme sœur et qu'elle ne laissera pas cette femme se mettre entre eux. Honnêtement, il ne se souvient pas de tout, tellement il était choqué, mais il y avait vraiment beaucoup d'insultes, de cris et de menaces de mort, et de suicide même, si lui ne quittait pas sa petite amie. À tel point que des voisins ont entendu et sont venus toquer chez lui. Il a foncé ouvrir la porte et leur a dit que cette personne était entrée chez lui et qu'il pensait qu'elle était un peu à côté de la plaque. Ses voisins l'ont donc aidé à sortir, un peu de force, et elle a continué d'hurler qu'elle l'aimait et qu'il devait l'attendre, et bien sûr qu'elle reviendrait le voir. Après cet événement, elle l'a appelé environ 2 jours plus tard pour s'excuser. Il lui a dit pas de soucis, ne voulant pas l'accabler à cause de ses troubles dépressifs et de son alcoolisme, mais très vite, les appels et les messages sont devenus pires, passant de « tu es très important pour moi, j'espère que tu me pardonneras » jusqu'aux menaces de venir chez lui en pleine nuit parce qu'il la trompe, apparemment. À ce moment-là, il décide de la bloquer et il part vivre 1 mois chez sa copine, trop effrayé de ce qu'elle pourrait faire. On arrive maintenant à l'événement final. Il retourne chez lui, faire ses cartons de déménagement, pas seulement à cause de cette histoire, mais ça l'a bien aidé aussi à se décider. Il voulait déménager depuis un moment et maintenant c'est acté. Et alors qu'il est en plein déménagement, il la croise en bas de l'immeuble alors qu'il est en train de sortir des cartons, puis elle lui hurle dessus, l'insulte en lui disant « Ouais, va vivre avec ta maîtresse, espèce de... » Vous voyez le genre? Lui, extrêmement gêné devant les voisins, il monte dans sa voiture, part et ils fond en larmes. Il pleure très peu, mais là, toute la pression tombe d'un coup. Après ça, il ne la revoit plus jamais. Bref, après tout ça, les années sont passées, il a 22 ans aujourd'hui et il vit toujours dans la même ville. Donc il se dit que à tout moment, il pourrait la recroiser dans la rue. Et franchement, ça ne le rassure pas. Qu'on peut comprendre, effectivement. Bien sûr, on n'est pas là pour débattre sur le fait de sa transidentité, hein, ça n'a aucun rapport. Ça semble évident, mais je préfère le préciser. Et pour terminer l'histoire, il explique qu'il a aussi essayé de l'aider, de lui conseiller des thérapies, etc. Mais que malgré le fait qu'il ait essayé de l'aider, il ne peut s'empêcher de se sentir un peu coupable à cause de son caractère peu sociable et des troubles que cette personne avait. Même si on lui répète qu'il n'avait rien à se reprocher. Et en effet, il n'a rien à se reprocher. Enfin bref, cette histoire l'a tout de même troublé, car le harcèlement qu'il a vécu était vraiment intense et ça l'a vraiment traumatisé. Et à cause de ça, il est encore moins sociable maintenant. Comme quoi, des fois, être asocial, eh bien, ça a ses avantages. En tout cas, tu n'as absolument rien à te reprocher, tu as essayé de l'aider, elle était un peu dérangée. Bon, prends soin de toi. Horrible. Ces histoires étaient vraiment terrifiantes. Mais il y avait un imposteur. Comment est-ce possible, allez-vous me dire? Eh bien, moi-même, je ne le sais pas. En tout cas, si vous pensez l'avoir trouvé, je vous invite à vous rendre dans l'onglet communauté de la chaîne pour voter dans le sondage qui apparaîtra dès la sortie de cette vidéo. Même si je doute que vous puissiez retrouver laquelle est fausse. Mais bon, je donnerai la réponse dans ce même sondage quelques jours après la sortie de la vidéo. Comme ça, vous n'aurez plus qu'à aller voir. Et si vous avez participé au sondage, vous aurez même la petite notif. Voilà. Ça vous a plu? Oui?
Alors abonnez-vous. C'est le meilleur soutien à cette chaîne, autofinancé et c'est gratuit. Let's go! Cassez-moi le bouton pouce bleu et dites-moi comment vous auriez réagi aux histoires que je viens de vous raconter en commentaire. Et la famille, suivez-moi sur Instagram. On s'amuse bien là-bas, on fait plein de trucs et tout, c'est trop cool. Moi, je pense que j'étais commercial avant. Je sais pas comment je faisais pour vendre aussi bien, parce que là, je suis vraiment une merde pour vendre mon Instagram. Bref, je vous fais des bisous. Kiss!